des rencontres du prix Jean Vigo. Pendant la durée de l'organisation de cette séance, José m'appelait souvent pour me demander s'il y avait beaucoup de monde qui avait réservé, et je disais, mais bien sûr, mais... si, assez souvent. En tout cas, moi j'étais pas du tout angoissée, j'étais sûre et certaine que ça fonctionnerait bien, parce que c'est vraiment une idée que je trouve très intéressante et très riche. Et j'étais étonnée que José soit étonné, que je sois persuadée que ça serait complet. Voilà. Voilà, donc en tout cas le pari est réussi. Donc je tiens vraiment à vous remercier de nous avoir apporté de si belles rencontres ici. En tant qu'exploitant, on touche vraiment à quelque chose de... Voilà, on est content de faire ce métier vraiment à ce moment-là. Donc merci beaucoup. Juste quelques petits points techniques sur la soirée. La rencontre est filmée par un étudiant de l'ISIS, de l'école ISIS qui est là. Donc voilà, c'est bien aussi de pouvoir garder ces moments-là. Les deux films seront projetés en continu. On va juste rallumer la salle un tout petit peu pour charger la belle copie 35 mm de Paris s'éveille. Et dernier point, le bar sera ouvert à l'issue de la rencontre. Voilà, donc, rencontre exceptionnelle, pratique exceptionnelle, le bar sera ouvert par ce soir. Je vous souhaite une bonne séance et je passe la parole à José. Merci à tous d'être là. Et avant tout, je voulais avoir au nom déjà de l'association une pensée pour René Ferré, et grand cinéaste. Il avait gagné le prix Jean Vigo avec son premier long, Histoire de Paul, c'était en 1975. Et je pense que peut-être beaucoup d'entre vous le connaissiez, ou le connaissaient plutôt par le film La Communion solennelle, c'est ce qui était mon cas. Et bon, au Festival de Cannes, un demi-million d'entrées, enfin, etc. Et voilà, il nous a quittés aujourd'hui, hier. Et je me permets de vous conseiller la lecture d'un article que Jacques Mandelbaum a écrit dans Le Monde. Et je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter à ce qu'il a dit. Et Jacques, il a fait un très beau papier. Et voilà, ça c'est fait. Et je tiens à saluer beaucoup la présence de quelqu'un, et elle va encore m'érailler, mais bon, Luce Vigo, moteur de l'association, et je vais dire quelque chose qu'elle n'aime pas. On va dire qu'elle préside cette soirée et elle nous pousse tous à aller de l'avant avec ce prix-là. Donc je tenais beaucoup à saluer ta présence ici, Luce. Et ensuite, allez, les remerciements. Et on doit remercier vraiment les organismes, enfin tous les partenaires qui permettent que les prix existent. Et je parle d'Arte, du CNC, de la CCAS, du Centre Pompidou et du Festival de Morelia au Mexique. Et ensuite, plus particulièrement ce soir, on va remercier déjà tout ça, qui nous accueille. Et souhaiter la bienvenue ici, à cette école de cinéma qui est là-bas, voilà, qui a pris le challenge, enfin accepté le challenge de filmer cette rencontre. Et après, on donnera cette filmation, enfin, ce travail qu'ils vont faire aux deux producteurs des deux films. Si jamais un jour ils ont besoin d'un bonus pour un DVD ou quoi que ce soit, ils l'auront avec nos meilleurs souhaits. Donc, remercier aussi Arena, je ne sais pas si Fatim Zohar est là, et il devait être là. Ils nous ont beaucoup aidé pour la copie du film d'Assayas, l'agence de court-métrage, et ça c'est le film de Laurent Canté, et le forum des images. Jean-Yves, je t'ai lu, mais je ne sais pas où tu es, qui nous a donné un super coup de main aussi pour le film d'Assayas. Je vois Carole Escota, mais ça, je ne sais pas si c'est moi qui dois te remercier, je suis plutôt Laurent Canté, parce que tu es pour un tout petit peu dans la carrière de ce monsieur-là. Et monsieur qui est là-bas, maintenant un spectateur, parce que je pense qu'il va découvrir avec vous le film. C'est après que vous le verrez. Il est où. Et non, mais je trouve ça chouette qu'il soit d'abord spectateur, ensuite il vient ici parler de l'autre.
Et Olivier Assayas, il va arriver, il va arriver en cours de route, donc vous les aurez tous les deux. Ils seront modérés ou animés, selon, ça dépend, par Alain Cake, qui est là-bas, qui a les tracks, pas comme les cinéastes. Vous l'avez déjà vu la dernière fois, mais on a réussi à les convaincre de faire la deuxième, et si ça se trouve, la troisième. Et le bar sera ouvert, mais après le débat. Je vous souhaite une très bonne projection. Merci beaucoup. Juste, j'ai oublié de remercier une personne, c'est toi, pour l'organisation. Voilà. Voilà. Merci José. Pour commencer, alors je sais que Olivier, vous nous avez dit que vous n'aimiez pas revoir vos films. En revanche, Laurent, vous avez revu votre film et celui d'Olivier Assayas. J'ai revu le film, mon film, non pas parce que j'avais envie de le revoir, c'est que ça faisait très très longtemps que je ne l'avais pas vu et que il me semblait que pour en parler sérieusement, il valait peut-être mieux le faire. Ça n'a pas été un moment particulièrement agréable par ailleurs. Ils ne sont pas d'accord. Oui, peut-être, si vous voulez dire 2-3 mots sur peut-être qu'est-ce que c'est pour vous que de revoir justement un film grâce auquel vous avez eu le prix Jean Vigo. Alors vous avez l'air un petit peu distancé avec ce film. On se disait tout à l'heure que c'est pas les films qui vieillissent, c'est plutôt nous qui vieillissons aussi. Mais quel regard vous avez par rapport à... Non, enfin, le problème, c'est qu'effectivement, moi, je n'en vois que les maladresses. Et en même temps, je les comprends et finalement, je les assume aussi parce que en particulier, dans le jeu des comédiens, dans les dialogues qui parfois sont un peu étranges parce que, voilà, on a essayé au montage parfois de garder un plan, enfin une prise qui me plaisait beaucoup. Et enfin, ce qui est étonnant, c'est qu'après, je ne sais pas, combien, 20 ans presque, je garde la mémoire très précise de pourquoi j'ai accepté finalement cette maladresse-là, et finalement, du coup, je l'aime aussi, quoi. C'est un peu pour ça que vous ne revoyez pas aussi vos films, pour éviter ce genre de... Oui, enfin disons que moi je les revois pas en même temps, là j'en ai regardé 10 minutes, ça faisait vraiment une éternité, enfin c'est assez curieux parce que, en fait, disons que, en général, moi j'ai plutôt... Enfin, ce qui est compliqué, c'est exactement ce que dit Laurent, c'est-à-dire qu'on se rappelle vraiment des conditions matérielles, pratiques, techniques. Je regardais tout à l'heure des trucs, je me rappelais quand le soleil se levait, qu'on ne pouvait plus tourner, à un moment donné, on tournait sur une avenue, sur le boulevard Rochechouart en l'occurrence, pas loin d'ici, voilà, je sais plus, il n'y avait plus de voiture derrière, ça ne raccordait plus, disons que je me rappelle que des contraintes techniques, des trucs qu'il a fallu comme ça un peu transiger pour juste finir la nuit. Oui, enfin, donc du coup c'est pas que j'ai pas de plaisir, j'ai pas de déplaisir non plus, mais je vois pas le film, quoi. Je vois plus là où il me semble que quand on fait un film, on essaye de garder une sorte de rapport avec ce qu'on est en train de faire, on essaye de rester sensible à toutes les nuances, etc. Puis à un moment donné, quand viennent les dernières opérations techniques, on regarde 20 fois le film à l'endroit et à l'envers, pour l'étalonnage, pour le son, pour ceci, pour cela, etc. On s'use, quoi. On n'a plus la même virginité, enfin plus du tout, même, et on n'est plus du tout spectateur de son film, on n'est plus qu'un œil technique, et j'aime pas regarder mon film avec un œil technique, quoi. Oui, c'est en fait le tournage qui importerait plus quand vous voyez le film que le résultat final. C'est des souvenirs de tournage et non pas du film final, finalement, qui vous revient. Oui, alors en plus, moi, c'était quand même mon premier tournage. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'un geste complètement... alors en plus, avec beaucoup d'improvisation, beaucoup de choses qui m'échappaient, et en même temps le plaisir de sentir que les choses m'échappaient, et tout ce risque que ça représentait, et que j'essayais vaguement de contenir, mais en même temps pas vraiment. Enfin, alors c'est vrai que le tournage reste un moment... bon, de toute façon, de manière générale, ce tournage-là, mais tous les autres. Enfin, c'est vrai que moi j'ai l'impression à chaque fois que ça ressemble un peu à la première fois aussi. Ouais. Mais c'est curieux ce que vous dites, parce que vous sembliez dire que c'est une histoire parfois que les questions de renoncement vous pointaient, quand vous disiez j'ai dû renoncer à ça. Or, les
deux films que vous avez faits sont quelque part, je ne sais pas si vous êtes d'accord, aussi des histoires de renoncement. C'est-à-dire, je pense peut-être que Serge, à un moment donné, peut se poser cette question, de savoir à quoi il peut renoncer, à sa vie ou pas à sa vie. Et pareil, à ce moment-là, c'est Adrien, c'est ça. Aussi, il y a cette idée un petit peu de renoncer à ce qui pourrait être avec... c'est un peu le sujet du film, ces histoires de renoncement. Je ne sais pas si vous êtes d'accord là-dessus. Oui. Non, 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 c'est pas pour faire plaisir, allez, non, non, Oui, enfin, oui, je sais plus. Non, c'est sûr que je sais pas comment dire, moi j'ai beaucoup de mal, alors là pour le coup avec le recul, justement, j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question-là. C'est-à-dire que encore une fois, le mieux que je peux faire quand je revois un bout de Paris s'éveille, ça m'intéresse. Enfin, ça m'intrigue du point de vue de la personne que j'étais à cette époque-là. Tout d'un coup, je me revois dans les pompes, littéralement, enfin de quelqu'un d'autre, oui, un peu quelqu'un d'autre, fatalement. Quoi. Il y a, je sais pas, un quart de siècle qui est passé, donc fatalement, heureusement, je suis quelqu'un d'autre. Mais d'une certaine façon, je retrouve des émotions, des sensations, des sentiments, des convictions. Mais après savoir ce que j'ai voulu raconter à cette époque-là, je suis plus trop sûr de le savoir. Enfin, je fais de mon mieux. Moi, je crois qu'aussi, je ne sais plus trop ce que je voulais raconter. Ce que je sais, c'est que je savais à l'époque comment je voulais essayer de le raconter. C'était plus important pour moi, pour ce film-là, de chercher une façon de filmer ce groupe, de laisser la parole à ceux qui étaient devant la caméra, à essayer justement de créer l'accident pour après devoir faire avec. Et que tout ça, c'est quelque chose que j'ai eu l'impression de rechercher dans tous mes films par la suite, d'avoir peut-être un tout petit peu retrouvé au moment du tournage d'Entre les murs. Mais il a fallu 15 ans aussi pour que je retrouve cette émotion qu'on peut avoir dans l'instant où on sent que quelque chose échappe et qu'on se dit ah, c'est vachement mieux que ce que j'avais imaginé à l'époque. Cette question aussi d'échapper à un moment donné, vous l'avez ressenti, j'allais au moment du tournage, de ce qui pouvait échapper. Non, c'est drôle parce que c'est au fond, moi, c'est ce qui m'a frappé en voyant le film de Laurent que je n'avais pas vu à l'époque. C'est assez intéressant parce que ça se joue à 3 ans près, quoi. Enfin, c'est 94, c'est pas bien, c'est 91. D'une certaine façon, on est dans un autre monde déjà. Enfin, comment dire, et moi aussi d'ailleurs, 3 ans après, j'étais parfaitement ailleurs. Quoi, quand je fais un film comme Paris s'éveille, c'est un film qui est très contrôlé, quoi. Enfin, je veux dire, qui est très pensé, dessiné, enfin, c'est hyper graphique, quoi. Il y a quelque chose il y a une note qui est extrêmement précisément tenue, alors que progressivement, après, je vais justement m'intéresser à comment ouvrir la porte, à comment laisser rentrer de la vie, de l'air, et un film que j'ai fait pratiquement, enfin à la même période où Laurent faisait Tout ça la manif, qui était l'eau froid, qui était aussi une histoire d'adolescents, de jeunes gens, etc. Au fond, je cherchais déjà, enfin, je ne sais pas, des choses qui étaient semblables dans cette espèce de naturel, de spontanéité, de la jeunesse, etc. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que on peut aussi dire que c'est quelque chose qui devait être dans l'air du temps, parce que c'est une période où il y a eu plusieurs films autour de l'adolescence qui d'une certaine façon ont ramené une espèce d'énergie comme ça, juvénile, enfin, et d'une sorte de spontanéité dans le cinéma français, quoi. Moi, c'est un des trucs qui m'a frappé en voyant les deux films ce soir, c'est comment, effectivement, à 3 ans d'intervalle, on a le sentiment qu'on n'est plus tout à fait dans le même monde, et comment ces deux films témoignent d'une époque qui pourtant me paraît très proche, mais où j'ai quand même le sentiment que ces personnages-là, on ne les croisera plus aujourd'hui, et voilà, que presque la dimension documentaire de ces deux films m'a sauté aux yeux. Et c'est presque dans le cas de votre film une question politique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce petit patron qui est là, c'est aussi la fin des petits patrons tels qu'on les a connus, c'est-à-dire qu'on est passé du monde du patronat où le patron, qui pourrait être d'ailleurs un petit producteur, qui on peut discuter, qui est un peu sympathique, on est passé à un monde un peu insaisissable de la finance. On a aussi un monde politique qui disparaît dans votre film. J'ai l'impression que vous avez saisi ce moment où ça bascule.
Oui, je pense même que je l'ai un peu reconstruit déjà à l'époque, c'est-à-dire que les lycéens que je filme, bon, ça se sent d'ailleurs dans les dialogues, ne sont pas super à l'aise avec l'idée de la dialectique telle qu'on avait pu la pratiquer quelques années plus tôt. Quoi. Et que ça, comme j'avais envie de conserver un peu le sentiment de l'improvisation, je les ai laissés un petit peu patauger dans tout ça, et qu'en même temps, ça aussi, ça me semble être presque l'époque était déjà ça, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de nostalgie d'une époque où ce type de discours pouvait se tenir, et où déjà il semblait déjà décalé. Quoi. Ouais. Non mais c'est intéressant parce que moi c'est vraiment aussi le souvenir que j'ai, enfin c'est semblable, similaire, etc. C'est parce que quand je fais ce film en 91, vous savez, j'ai le sentiment d'être en prise avec quelque chose qui à l'époque qui m'intéresse et qui est au fond enfin, s'il y avait l'envie de faire se rejoindre le cinéma indépendant et le rock indépendant. C'est un peu, il y a un côté un peu rock indé, quoi. Enfin, je sais pas, c'est ça que je cherchais, quoi, en tout cas, quand je faisais dire qu'il peut y avoir Bresson et les Sex Pistols, peut-être ça peut marcher ensemble, enfin, peut-être ça peut produire quelque chose, je sais pas, donc du coup, non, parce que j'avais le sentiment d'être absolument dans mon époque, d'être vraiment et en fait, très vite après avoir fait ce film, je me suis rendu compte qu'en réalité ce que je racontais, c'était pas 1990, c'est que je racontais le passage des années 70 aux années 80. Et que en fait, c'est vraiment le sujet, s'il y a un sujet dans ce film, c'est comment à un moment donné advient les années 80 et d'une certaine façon le monde moderne, très matérialiste, enfin, dans lequel on a les uns et les autres vécu les quelques dernières décennies. Alors, question qu'on a dû vous poser 1000 fois, est-ce que justement ce passage, il y a quand même un acteur qui l'a symbolisé chez Eustache, qui a été le passage absolu de la modernité au cinéma avec La maman et la putain, il y a quand même Jean-Pierre Léaud qui est là, qui vous donne une silhouette, quand même c'est rare de le voir comme ça, c'est-à-dire un côté où il n'y a pas une absence de folie, il y a quelque chose qui... Est-ce que c'est aussi le passage, une sorte de bascule? Oui, bien sûr, disons qu'il y a une articulation, le film, il s'est beaucoup, je l'ai pensé initialement autour de Jean-Pierre, c'est-à-dire dans le sens où c'était littéralement lui qui était venu me voir en me disant j'ai envie de tourner avec vous, et je dis mais oui, mais moi je me suis dit mais qu'est-ce que je peux faire autour de Jean-Pierre Léaud qui n'a pas déjà été fait, quoi. C'est-à-dire, je veux dire, c'est quelqu'un qui est vraiment une icône en effet du cinéma moderne. Qu'est-ce que je peux lui proposer de faire qui d'abord lui l'intéresserait, c'est-à-dire dans le sens qu'il ne donnerait pas le sentiment de répéter pour la millième fois exactement la même chose, et qui d'une certaine façon peut-être pourrait renouveler le regard qu'on a sur lui. Et au fond, je suis arrivé assez vite à l'idée que bon, c'est quelqu'un qui a toujours joué des fils, pourquoi lui faire jouer un père? Qu'est-ce qui se passe si pour la première fois Jean-Pierre Léaud n'est pas un fils, parce qu'il a l'âge d'être un père, d'un adulte, quoi. Et donc j'ai construit à partir de ça. Mais du coup, effectivement, ça raconte quelque chose aussi de ce point de vue-là sur le changement d'époque. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit à un moment? Il dit je suis pas ton père, je suis pas ta mère, je suis pas ton père. Oui, enfin je voulais pas. Oui. Je voulais pas le faire. Il dit bien je suis pas ton père. Mais non, je suis pas sûr. Ah oui, bien sûr. Ah oui. Si ton père, je peux payer. Oui, voilà. Voilà. Je peux payer la maternité, c'est mon fils, voilà, je suis ton père. Après tout, je suis ton père, mais à la fille, je ne suis pas ton père. Je trouve que d'ailleurs, effectivement, je peux le faire d'un côté, mais pas du tout de la même chose. On se comportait d'une autre façon, on peut le faire avec sa fille et pas le faire d'une autre fille. Alors, c'est ça, c'est autre chose. C'est pas ce que je suis. Pour revenir au film, alors je pense que je n'avance pas en disant que la fin de vos deux films, c'est deux fins absolument frappantes et qui se ressemblent pour moi, c'est-à-dire qu'il y a en même temps chez vous, Laurent Cantet, un plan qui pourrait paraître un plan très sombre, alors je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas, et pour moi, au contraire, est un plan extrêmement ouvert, et qui n'est pas pour moi un plan de... Là, on n'est pas dans le renoncement, on est dans quelque chose de très ouvert, et vous, cette force du plan séquence, qui a beaucoup été, on en a beaucoup parlé, est-ce que c'est pas aussi l'idée que finalement, ces plans séquences, et surtout le vôtre, c'est des plans de début et pas des plans de fin? Oui, bien sûr. Enfin, il y a cette idée que, à la fois, qu'il y a à la fois quelqu'un qui est
victime, hein, qui est quand même, disons que dans le récit, il y a quelqu'un qui a été détruit, enfin, en tout cas, etc., et qui néanmoins survit, quoi, continue, et que d'une certaine façon, je voulais justement que le film ne se finisse pas. Et que justement que le film s'ouvre sur autre chose et faire une coupe nette qui était un drame avec le mixeur du film. Parce que je voulais c'était vachement terrible. Il ne voulait pas couper. Moi je me disais, tu coupes, juste coupe. Ouais. Il n'arrivait pas à le faire. Enfin, on se fait avoir à chaque fois. Enfin, moi je me suis fait avoir quand je l'ai revu. Et là, je me dis, il y a un problème. Alors, c'était pas possible. Donc, ça, qu'il y a un problème de projection, c'est très pro. Et tout de suite, elle dit, mais oui, exactement. C'est pas possible Je voulais que ce soit que le film soit coupé, que la copie soit coupée, mais que la vie continue, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Ce plan de fin aussi avec... Moi, je crois que je le voyais, en tous les cas, à l'époque où je faisais, comme un plan d'un pessimisme total, qui venait souligner quelque chose que dans mes films suivants, j'ai encore retrouvé, qui est une espèce de déterminisme social qui est finalement plus fort que toutes nos envies, tous nos idéaux, tous nos... Voilà, alors, je sais que ça choque beaucoup de gens, qu'on me reproche souvent d'avoir des fins, justement, il est absolument inadmissible ou trop catégorique comme ça, et que pourtant, moi j'ai le sentiment que c'est ce que je voulais dire à l'époque, en tous les cas. Je partage pas vraiment, enfin je ne l'ai pas vu comme ça, c'est-à-dire que pour vous, alors je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes un cinéaste un petit peu parfois renoirien, dans le sens où là aussi les personnages ne sont pas totalement tranchés, ils vont d'un côté à l'autre, et justement cette fin pour moi n'est pas une fin, c'est une fin où on peut lire presque dans le visage de Serge, du coup tout ce qui s'est passé, oui, c'est pas perdu. Alors c'est sûr que l'idée c'est quand même qu'il a réussi à dire merde à son père, à passer ces moments-là avec les autres jeunes, et que voilà, il en est sorti plus fort, et en même temps, malgré tout, il reste là à faire le ménage quand les autres s'en vont. Je pense que la fin que j'aurais aimé pouvoir avoir envie de tourner, c'était de le voir partir à la manif avec les autres. Il a très très envie d'y aller, et en même temps, il ne peut pas. Quoi. Il a fait du film. Alors, faire un truc absolument révolutionnaire qu'on n'a pas fait la dernière fois. Nous allons trancher la discussion et donner la parole si quelqu'un veut prendre la parole, comme c'est voilà, dans la salle, avoir une question. Et excusez-moi, je vais juste la reformuler de façon, je pense, à ce qu'on puisse correctement l'entendre. C'est ça par rapport à la caméra ou c'est bon? C'est bon, alors d'accord. Okay. Merci. Ce qui est absolument admirable, c'est que vous avez fait 2 films qui sont bien marqués dans le temps. J'étais frappée, Olivier Assayas, parce que pour moi, Paris s'éveille appartient absolument à la fin des années 70 début 80. C'est pas un film de mon époque maintenant, même si j'avais l'âge de vos personnages quand j'ai découvert le film, début des années 90. Je ne pense pas qu'on ferait le même film maintenant. J'ai été frappée que notre époque maintenant, si on est jeune fille, on rêve toutes peut-être d'être la Miss Météo de Canal+. Alors qu'à la fin de votre film, il y a une telle obscénité, il y a quelque chose... Et je me demande si maintenant, avec le même... c'est-à-dire le même personnage, quelle serait la nature de cette obscénité-là, et quelle serait la nature de ce renoncement-là. Et je ne pense pas qu'on pourrait faire un personnage féminin comme vous l'avez fait maintenant. Et ce qui m'a énormément touché, Laurent Cantet, c'est la prémonition. Oui, la prémonition de ce qui est dit par le personnage quand il dit ouais, mais vous allez faire vos manifs, moi je suis un petit prolo, et cette séparation de classe qui me semble encore plus dure, plus violente maintenant. Et ça me rappelait les émeutes, tout ce qui s'est passé depuis 2005, depuis novembre 2005 jusqu'à maintenant, et comment on a désespéré, et on a aussi séparé une partie de la jeunesse française, les classes populaires et les classes bourgeoises, et comment la ségrégation me semble encore plus violente maintenant. Et ce que vous avez dit, ce que les personnages disent par rapport à l'économie libérale, l'université, voilà, on y est en plein dedans. Voilà. Donc c'est ce caractère prémonitoire qui m'a énormément frappée. Et je ne reproche pas votre regard sombre dans tous vos films, que ce soit même avec ressources humaines, parce qu'on voit aussi un peu ces ressources humaines dans le rapport père-fils. Et je trouvais ça très très beau, que ces deux, que les jeunes
partagent un même espace, et pourtant qu'il y a quelque chose de terriblement séparateur entre eux. Voilà. Je voulais vous remercier pour ça. C'est tout prix Jean Vigo, je rappelle, c'est un hasard. Oui, bien sûr. Mais je voulais savoir, Monsieur Assayas, si ce personnage féminin, maintenant, pour vous, est-ce qu'il est... Comment dirais-je? Est-ce qu'il existe encore? Il me paraît un peu daté, moi. Oui, par rapport à ses valeurs. Oui, il est certainement. Enfin, ça, en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que j'écrirai pas la même chose aujourd'hui. Oui, c'est quelque chose qui est inscrit dans un mouvement. À ce moment-là, disons que si vous voulez, pardon. Non, si vous voulez, là où c'est difficile de répondre, c'est que, comment dire, un personnage de fiction. C'est pas une, enfin disons en tout cas dans ce film-là, c'est pas une vérité sociologique. C'est un personnage à travers lequel j'essaie d'exprimer des sentiments, et en espérant que ces sentiments ils aient un peu d'universalité, donc d'une certaine façon ils sont à la fois inscrits dans leur époque. Aujourd'hui j'écrirai plus pareil parce que j'ai changé, parce que le monde a changé, et puis parce que comment dire, il y a d'autres choses qui sans doute me préoccupent. Mais c'est vrai que à l'époque. À l'époque, je pense que j'essayais de raconter à travers les uns et les autres, à travers ces personnages-là, il y avait des choses qui avaient à voir avec des émotions et des choses qui avaient à voir avec des idées aussi. L'un et l'autre mêlés, et ça crée un personnage de cinéma à peu près. Il a dit des choses gentilles. Pardon. Oui, non. Non, mais la prémonition, en même temps, je pense j'avais déjà à l'époque pour une espèce d'attention à la complexité de ce qui se jouait autour de moi et dans lequel j'étais aussi partie prenante, et que on sentait tout ça déjà là. Enfin, c'était pas non plus, j'avais pas une boule de cristal pour malheureusement, en fait. C'était déjà très présent. Et non, par contre, c'est vrai que ça me fait plaisir que ça résonne encore pour vous. Il y a d'autres questions? Vous avez le droit. En fait, je trouve surtout qu'il y a deux thèmes un peu... c'est une jeunesse très bruyante, c'est quelque chose qu'on pourrait dire, la jeunesse est bruyante, la jeunesse fait du bruit, que ce soit dans le café ou alors c'est un capharnaüm pas possible, tout le monde parle en même temps, ils ne s'écoutent pas. Et on peut se dire que bon, on parle d'une époque... mais en fait, ils ne s'écoutent pas, ils veulent juste exister. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça mène pas très loin, finalement. Et puis, pour Olivier Assayas, c'est la boîte de nuit. Il existe toujours des endroits où le son est à fond la caisse. Moi, je suis dans un quartier où les jeunes, ils boivent, ils crient. Alors, ils hurlent la nuit à pas d'heure. Et c'est aussi ces boîtes, ces endroits où on ne s'entend pas. Donc, est-ce que la jeunesse, être jeune, c'est aussi faire beaucoup de bruit, c'est vouloir s'exprimer. Et plus précisément aussi, je voulais aussi demander à Olivier Assayas comment il avait travaillé avec Judith Godrèche, que je trouve vraiment fabuleuse. Je trouve aussi que dès le départ, on sent finalement que vous aimez avoir un personnage féminin fort. Dans beaucoup de vos films, il y a des femmes ou une femme, ne serait-ce que le dernier. Voilà, donc finalement, vous donnez des beaux rôles aux femmes, je trouve. Et je trouve que Judith Godrèche est extraordinaire, de comment ça s'était passé. Et finalement aussi, on voit déjà que vous êtes un directeur d'acteurs. Enfin, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Il y a du romantisme, il y a tout dans votre film, mais c'est surtout qu'on sent finalement une direction d'acteur. Voilà. Dire qu'elle était très jeune. Je dis qu'à cette époque-là, elle devait avoir quelque chose comme 17 ans, quoi. Hein, et Thomas Langlois, ils sont vraiment des ados. Enfin, ils ont 17, 18 ans. Hein, donc vraiment, c'est pas facile disons, à l'époque, c'est vrai, qu'à l'époque, mais à l'époque,
Judith, elle venait de jouer dans La fille de 15 ans de Jacques Doyon, elle avait joué dans La désenchantée de Benoît Jacot, et je trouve qu'elle portait quelque chose qui avait disparu du cinéma français depuis un moment, enfin, qui est une espèce de poésie, mais de choses au fond très littéraires, quoi. Il y a quelque chose de... C'est un personnage qui sort littéralement de la poésie. Après elle s'est transformée, elle est devenue tout à fait autre chose, mais Judith, à cet âge-là, avait quelque chose de très rare, quoi. Et c'est vrai que j'ai fait plusieurs films par la suite avec des personnages féminins centraux. Celui-là est le premier, d'une certaine façon. Mais aussi parce qu'il est inspiré par Judith. Inspiré par Judith, disons que j'ai écrit sans forcément penser à elle, mais enfin à partir du moment où elle s'est approprié le personnage, c'était clair que le film était le sien, quoi. Et comment dire, moi, je dirige pas les acteurs, je travaille avec des acteurs. C'est-à-dire je les suis, je leur confie un rôle, et puis à un moment donné, admettons que les 2-3 premiers jours, faut arriver à les aider à trouver la note juste. Enfin, après, ils fonctionnent tout seuls. Enfin, disons, ils réinventent de l'intérieur le personnage. Et moi, si je ne me suis pas trompé d'acteur ou d'actrice, je suis témoin, quoi. J'observe quelque chose qui a lieu. Je pense que Judith, d'abord, elle a relativement tout de suite, enfin, on n'a pas beaucoup de temps, donc, enfin, néanmoins, elle a trouvé la note juste tout de suite, mais surtout, comment dire, c'est-à-dire qu'elle avait, sur ce film-là, ce qui était neuf pour elle, c'était dans les films précédents qu'elle a fait, dans lesquels elle était évidemment centrale, c'était quand même des films d'adultes. C'était comme si elle avait fait des films de grands, et que moi, je lui donnais la possibilité de jouer dans un film de gamin, quoi. Enfin, et que d'un seul coup, elle se sentait complètement chez elle, ça l'amusait, elle faisait des trucs que personne ne lui avait demandé de faire, etc. Et que tout d'un coup, elle retrouvait au fond son âge, sa génération, son époque, que son espèce de maturité précoce, que sa maturité précoce l'avait empêché de vivre, quoi. Donc du coup, c'est comme dans le film, il y avait quelquefois le sentiment comme si elle vivait une seconde adolescence. Vous l'avez forcé à voir le Dreyer, ça c'est Falconetti sur certains plans, elle a des trucs complètement fascinants comme ça de... Non, je l'ai pas forcé. Moi ça m'a frappé, non mais je sais pas, j'ai rencontré comme ça avec ses cheveux courts, je trouvais très expressive comme ça, un peu dans la flamme en plus. Oui, dans la souffrance. Vous, Laurent, qui avez travaillé avec des comédiens, parfois j'allais dire moins connus, mais c'est vrai les débuts de Jalil Lesper où il n'était pas comédien. Après, bien sûr, il y a eu Charlotte Rampling plus tard, mais est-ce que la méthode de travail est totalement différente que de commencer avec des acteurs, voilà, c'est pas votre premier film, mais comme Jean-Pierre Léaud Oui, enfin, c'est vrai que je travaille pas tout à fait de la même manière avec des acteurs qui n'ont jamais vu une caméra de leur vie et avec Charlotte Rampling, par exemple. Par contre, la phrase d'Olivier qui je ne dirige pas les acteurs, je travaille avec eux, ça je l'adopte totalement, parce que c'est vrai qu'il y a un moment où on crée un personnage, où on crée une façon de marcher, une façon de parler, un rythme, des choses, et puis qu'après l'acteur, qu'il soit professionnel ou pas, va l'avoir adopté de manière suffisamment organique pour que finalement les choses arrivent, et puis elles arrivent bien ou mal parfois, mais moi je suis souvent plus spectateur de ce qui se passe qu'autre chose. Alors c'est pour ça que par contre j'ai souvent tendance à beaucoup travailler avec les acteurs avant le tournage. Quand c'est avec des non-professionnels, vraiment à créer le personnage par petites touches, en l'approchant à travers des improvisations, à travers des discussions, et puis progressivement aller vers les scènes précises qu'on va jouer devant la caméra. Mais ça me prend souvent beaucoup de temps, et j'en ai besoin tout autant que les acteurs. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans vos deux films, c'est la question de l'équilibre. C'est pas un hasard si quand même Thomas Langman commence le film sur une sorte de rambarde comme ça. Et il y a aussi ce personnage de Serge qui est aussi dans cette histoire d'entre-deux, c'est-à-dire constamment, il passe, vous disiez que personne n'écoutait, le seul qui va vraiment écouter, et en même temps qui n'a pas la parole, c'est très curieux, c'est le seul qui ne possède pas le langage,
c'est Serge qui en même temps est là, passe d'un groupe à l'autre, écoute son père, écoute l'autre, et un peu aussi cette mise en danger que peut avoir Thomas Langman. C'est quelque chose qui était présent dans l'écriture de vos deux films, ce côté, attention, les personnages peuvent se casser la gueule à un certain moment. Oui, c'était vraiment l'envie du film, elle est née de ce personnage-là, je pense, avec cette espèce d'équilibre instable entre son père et puis l'impression que d'un côté ou de l'autre, il n'est pas à sa place. Enfin, ce qui, moi, me le rend excessivement touchant. C'est-à-dire que je me dis qu'il ne serait pas à sa place dans cette manif, parce qu'effectivement, il l'a expliqué un petit peu plus tôt, ça lui paraît assez dérisoire, mais qu'il n'est pas non plus à sa place en garçon de café sous les ordres de son père. En même temps, la manif, on pourrait penser qu'il l'a fait, hein, puisqu'il la prépare aussi. Il y a un côté qui est un petit peu ambigu là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de l'affiche? Oui, il y a quand même ce côté, j'y serais pas, mais j'y suis quand même. Quoi. Oui, c'est pas. Oui, mais enfin, à un moment donné, il dit cette phrase je fais passer ma vie à servir des lycéens qui viennent boire des cafés en sortant du lycée ou à leur pause. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit le dialogue dont je suis le plus fier. Je pense qu'il fallait le dire aussi. Donc, c'est quand même une réalité, je veux dire. Sur ce côté, disons que moi j'avais l'idée, disons, d'un personnage qui était de passage, quoi. Enfin, c'est le film, c'est quelqu'un qui surgit un peu de nulle part et qui disparaît, quoi. Enfin, donc qui croise, qui touche, qui transforme d'une certaine façon un équilibre. C'est-à-dire c'est plutôt quelqu'un qui, je ne sais pas s'il est en déséquilibre, mais enfin en tout cas il produit du déséquilibre. Il y a une scène assez mystérieuse dans votre film que je n'avais jamais remarqué. C'est l'histoire, c'est pour ça que je vous parlais un peu, voilà, on avait des discussions avant, je vous parlais de Franju et de ce film qui s'appelle La Première Nuit, où un gamin est dans le métro et il y a des visions comme ça. Thomas Langman se perd comme ça et se réveille. Et on dirait que ça s'appelle Paris s'éveille, mais c'est quand même lui, hein, à un moment donné, qui s'éveille. Et très curieusement, je me suis dit, tout le film se passe, je ne sais pas tout le film, mais il passe dans le métro, ce type-là, dans les souterrains. Je me dis, il y a des scènes, je me demande pourquoi vous les avez fait dans le métro, alors qu'elles pouvaient être. La scène où les flics l'arrêtent, c'est dans le métro, il y a plein de choses comme ça. Et cette idée, alors est-ce que c'est quoi? C'est l'idée du souterrain, je l'ai trouvé, c'est l'idée du monde souterrain, c'est l'idée je ne veux pas aller à la surface, parce qu'il y a quand même pas mal de scènes assez... Ouais, non, enfin je sais pas, disons que je sais pas, moi je pense que c'est des moyens de transport, je sais pas, j'ai l'impression qu'un jour dans Paris, quand on va d'un point A à un point B, je vais non, mais enfin, je veux dire, il y a une poésie de ça. Il y a un moment donné, je m'en sers, je l'utilise, on n'est pas obligé de. Enfin, je suis pas obligé de décrire les trajets, mais il me semblait que j'aimais l'idée d'intégrer, je sais pas, la ville, et intégrer la ville, c'est aussi comment on y circule. Donc je veux dire, le soir, ils marchent dans la rue, il n'y a plus de métro, et sinon, quand il y en a, ils le prennent, quoi, parce que surtout pour des ados, c'est une mode de déplacement le moins cher. Quoi. Et qu'il y a aussi de la ville en transformation, c'est-à-dire cette histoire de squat qui disparaît, ça parlait de films dans sa période, il y a aussi cette période du bouleversement. Il y a cette idée de la précarité, quoi. C'est-à-dire c'est fait sur cette idée, c'est beaucoup autour de la jeunesse et de la façon dont la jeunesse est précaire, donc elle vit dans la précarité, et aussi parce que c'est un état qui se défait, qui se dissout à mesure qu'on en prend conscience. Quoi. Mais il est complètement, en même temps c'est un personnage qui n'a pas beaucoup tourné après Thomas Langman. Non, il a produit beaucoup de mauvais films. Oui. Et il y a quand même un truc étonnant chez lui, c'est qu'il a l'impression d'être complètement aussi endormi tout de suite. C'est un acteur très vivant, je suis d'accord, mais il y a quand même ce côté je traverse, c'est pour ça qu'il y a cette scène de réveil, moi, qui m'avait un peu frappé, ce côté un peu je suis quand même endormi, à chaque fois on a l'impression qu'il est un peu hypnotisé, ou un peu Oui. C'est très curieux. Oui, enfin, c'est ce que j'aimais, enfin, je trouvais cette espèce de mystère, d'intériorité, enfin, qui était assez rare, hein. Enfin, je veux dire, je sais que j'avais quand même beaucoup cherché ce personnage, c'est pas facile, et quelqu'un qui pouvait, et d'une certaine façon, être crédible aussi en fils de Jean-Pierre Léaud, hein. C'était quand même ça, c'était quelqu'un qui est quelque chose en lui, à la fois de la force, parce qu'il est fort, Thomas, enfin, il a quelque chose de ce que d'ailleurs le personnage de Jean-Pierre Léaud le dit, mais c'est vrai, il a toujours dégagé ça, et en même temps quelque chose d'un peu lunaire, d'un peu absent, et qui a à voir avec le film et le personnage, je pense.
Et le vrai fils de Claude Berry avec le faux fils de François Truffaut, c'est quelque chose qui... Disons que le fait de tourner, de confier ce rôle-là qui est déterminé aussi par le rapport avec le père à quelqu'un qui a un rapport problématique avec son père, admettons que c'était pas forcément, enfin disons que ça faisait partie, oui, de ce qui m'a donné envie de tourner avec lui. Oui, c'est-à-dire que d'une certaine façon, Thomas était beaucoup dans l'ombre de son père. Enfin, il était très, le rapport avec Claude Berry était à la fois douloureux, violent, compliqué, etc. Et je pense que ça l'a aidé, parce que aussi, encore une fois, très très jeune, 18 ans, enfin, je crois que il était à un moment donné de trouver la maturité, de comprendre les choses, le film, ce que ça racontait les scènes, en cinéphile obsessionnel, Laurent, je regardais, je vous donne la parole. Il y a une scène que j'ai essayé de trouver une explication, c'est la scène du verre avec le billard. Je me suis dit, est-ce que c'est un truc gratuit? Alors j'ai tourné en rond, je me suis dit, attends, c'est un truc vachement métaphorique, l'histoire de l'argent sous l'alcool. Alors je me plante complètement. Voilà, c'est ça, parce que j'ai rien trouvé en même temps. Bon. Oui. Non, c'est en fait, je peux raconter très rapidement la façon dont s'est déroulé le tournage. D'abord globalement, c'est-à-dire que j'avais commencé le tournage un premier jour avec un acteur professionnel à la place du père, enfin de Jean-Pierre, de Jean-Michel, qui n'était pas à l'aise du tout dans le rôle, qui n'arrivait pas justement à endiguer cette espèce d'énergie et de bordel monstrueux qu'il y avait dans le bar, et qui du coup faisait au contraire retomber tout ça pour exister en tant que personnage. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas, lui-même le sentait, et le premier soir du tournage, j'ai compris que j'étais en train de me planter. Du coup, il m'a fallu vraiment beaucoup de temps pour me décider. J'ai finalement très tard le soir appelé l'acteur en lui disant, écoute, je pense qu'on se plante et qu'il faut arrêter comme ça. Et le lendemain matin à 6h, je suis allé dans le bar où on tournait, où j'avais repéré la veille le barman qui donnait plein de conseils. Non, c'est pas comme ça. Et je suis allé le voir à 6h du matin alors qu'il balayait le bar en lui proposant de prendre le rôle. Et il s'est pas démonté, il m'a dit ouais, de toute façon, je serais mieux que les serveurs. Ce que j'avais mal senti, c'était aussi quand même les limites que ça pouvait avoir. C'est-à-dire que parfois il m'échappait complètement, parfois il était lui-même tellement inquiet qu'il se servait un verre, puis deux verres. Et il y a des moments où on l'appuyait contre un pilier pour qu'il tienne debout. Parce qu'il avait, voilà, il a compris progressivement que c'était pas aussi simple de servir un café quand on était dans un film que quand on était serveur. Et il gérait cette angoisse comme il le pouvait, et on l'aidait aussi à le gérer. Et voilà, il y a eu ce soir où je voulais juste avoir cette espèce d'intransigeance, non, vous allez dehors, et puis avoir le plan suivant, lui participant à quelque chose, et c'est lui qui a proposé le truc. Ah, tu vas voir ce qu'on fait dans les bars, généralement, ça amuse tout le monde. Voilà. Et puis ça durait, et puis j'étais... Voilà, je me rappelle que la seule personne que je regardais quand j'étais derrière la caméra, c'était son fils. En me disant que c'était une situation à la fois tout à fait banale et en même temps excessivement embarrassante pour ce gamin dans le coin qui ne sait plus où se mettre. Et voilà, le plan, je pense que j'ai gardé cette longueur-là aussi pour ça. Alors je sais comment on fait, j'ai regardé sur internet. Oui, bon. Je vous remercie beaucoup tous les trois pour ce rencontre parce que je trouve que ça donne vraiment beaucoup plus pour moi après avoir vu les films. Deuxième chose, j'ai beaucoup apprécié le jeu de Beau Serge et aussi de Thomas Langman. Now, vous avez décrit que vous avez bien choisi
qu'est-ce qu'ils ont fait après? Aussi la femme asiatique qui finit le film, qui finit votre film. Ces trois personnages jouaient très justement. Les autres, parfois, ils lisaient les lignes, même Léo, tu vois. Je n'avais pas l'impression que c'était aussi juste. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après, ces trois personnages? Les deux jeunes et aussi la femme asiatique. Dans le... Ouni Lecomte, elle est devenue cinéaste. Elle a fait un film. Elle a fait un film en Corée comme réalisatrice. Elle avait jamais joué avant, elle n'a jamais joué après. On est resté très amis longtemps. Mais oui, et donc je crois que là, elle prépare un second film. Elle a mis longtemps à y venir, mais le film qu'elle a tourné en Corée, enfin, parce qu'elle était adoptée. C'est une jeune femme coréenne qui avait été adoptée par une famille française, et, comme notre ministre de la Culture. Elle est retournée en Corée, filmer voilà, sur son histoire d'une certaine façon. Et Thomas Langman, il n'avait pas beaucoup joué avant, il n'a pas beaucoup joué après, mais un petit peu quand même. Enfin, il a eu une petite carrière d'acteur, et puis après il est devenu un producteur de cinéma. Voilà, il produit des films. Quant à Franck Bertin, oui. Je l'ai un peu perdu de vue. Il était lycéen à l'époque, il devait être en seconde. C'était la première fois qu'il était sur un tournage. Je ne pense pas qu'il ait eu très envie de continuer, parce que je pense que par ailleurs il l'a vécu, qu'il a pris énormément sur lui pour jouer ce rôle, qu'il y avait une pudeur très forte chez lui, et qu'il a vraiment il s'est battu pour y arriver. Et je pense que c'est d'ailleurs ce que j'aimais dans son jeu, et dans cette distance qu'il peut avoir parfois, cette émotion comme ça qu'il intériorise. Et il n'avait pas du tout envie de reproduire l'opération. C'est dommage. Oui, juste, je vous redonne la parole. Encore une fois, on parlait de cette idée de personnage non tranché. Je pensais à ce père qui, en même temps, à un moment donné, au-delà de l'effet comique de faire raccorder sur le côté, voilà, vous rentrez pas et puis après vous tous ensemble, il y a quand même chez vous, dans votre cinéma, quelque chose qui est là aussi de l'évolution des personnages. Je pense à ce personnage que j'aime énormément, je crois que c'est dans Ressources humaines, de cette militante qui est au début dans l'usine, qui est une sorte de harpie syndicaliste, on n'a pas la moindre sympathie. Et tout d'un coup, au fur et à mesure, c'est devenu un personnage absolument, enfin c'est mon point de vue, adorable. C'était un personnage humain, un personnage qui va complètement être à l'opposé de ce qu'on pourrait penser. C'est quelque chose qui traverse un petit peu, je trouve, le film, de ne pas avoir quelque chose de... toujours avoir une surprise par rapport au personnage. Je pense que c'est toujours essayer de partir d'une espèce d'image publique et sociale qu'on peut avoir, et puis après d'aller chercher l'humain qui se cache un peu derrière, quoi. Et que ça, c'est... J'ai l'impression qu'on fonctionne comme ça aussi dans la vie, qu'on a cette complexité-là. Enfin, Le cinéma français, quand même, un cinéma parfois, dans les clichés, mais il y a quand même un côté binaire, où sur une affiche, on reconnaît qu'il y a le méchant, qu'il y a le gentil, et enfin, c'est rarement des surprises, il faut quand même être assez... C'est pour ça que je suis assez sensible à ça. C'est pour ça aussi que par exemple, j'ai jamais réussi à faire des films très courts, même quand je faisais des courts-métrages, je n'ai pas fait des tonnes, mais je pense que j'avais de toute façon besoin de laisser du temps à mes personnages, juste pour exister un petit peu devant la caméra, pour justement pouvoir juste leur laisser une chance d'avoir cette richesse-là et ces contradictions-là. Moi, je pense que les personnes qui parlent le plus sont souvent les personnes les plus timides, qui cachent leur timidité derrière une espèce de flot de paroles, que les personnes les plus souriantes sont souvent celles qui ont envie de pleurer, d'égueuler le dos tourné. Enfin, qu'il y a cette dualité-là, elle est très humaine. Juste une chose, une scène qui a fait beaucoup rire d'ailleurs, c'est la scène où Judith Godrèche revient avec Jean-Pierre Rigaud, tout a changé. Et on sent bien que ce côté tout a changé, c'est aussi ce que vous
dites dans le film, c'est-à-dire les choses changent. Et finalement, il y a Jean-Pierre Léaud qui dit non mais quand même, c'était quand même mieux avant. Tout ça, là, c'est vraiment... Et c'est un truc qui marche assez bien, ça, je trouve. Ça a été écrit, enfin, cette scène, c'est juste une question de trait d'humour, ou c'est aussi... disons que c'est la façon aussi, c'est aussi la façon dont Jean-Pierre se l'approprie. Hein. Enfin, franchement, Jean-Pierre, il est très drôle, hein. Il a beaucoup d'humour, il a ce côté un peu, comment dire, Buster Keaton, etc. Il sourit peu, mais enfin, en même temps, il a beaucoup de prémices. Donc quand il voit bien que... admettons que moi, quand je l'écris, je me dis ça peut faire sourire, et Jean-Pierre se dit que ça peut faire rire, quoi, éventuellement. Mais oui, il y a ce côté un peu, voilà, genre, un peu passif devant le monde qui s'est effondré, le monde qui a changé, et dans lequel lui, il essaye de trouver péniblement ses repères, en se doutant bien que peut-être il n'y arrivera pas jamais. C'est vrai, le cinéma, quand les fenêtres sont grandes, on a plus de lumière, et du coup, oui, parce qu'on lui a vendu, il répète ce qu'on lui a vendu. Il est un peu le motorisé. Il est en train de montrer qu'il l'a remplacé. D'ailleurs, c'était mieux avant. C'est là où il renchérit, oui, ça a été le charme. Elle le dit, entre lui. Oui, bien sûr. C'est comme ça qu'il répond aussi. Oui, il essaie de faire valoir son niveau de vie. Parce qu'elle est un peu déçue, elle aurait pu le retrouver dans un... Malheureux. Je sais pas. Ah oui, on a pas fait d'impression. Je sais pas, elle a décidé de... Est-ce qu'il y a une prise de parole? Allez-y. Ah non, non. Non, mais tu sais comment vous avez fait votre test à la manif. C'est-à-dire... Comment vous avez trouvé vos lycéens pour tous à la manif? Parce que là, on est dans une structure un peu différente quand même. En fait, je me suis adressé au lycée autogéré de Paris. Je suis allé un jour voir un atelier théâtre, j'y suis entré, et puis j'ai parlé du projet, et un groupe s'est formé assez rapidement. Les plus motivés se sont investis plus que d'autres. Les autres sont quand même venus pour faire presque de la figuration. Et voilà, en fait, j'ai pas fait vraiment de casting. J'ai proposé à ce groupe-là de faire partie du film. Après, il a fallu distribuer les rôles à l'intérieur de ce groupe, et c'est vrai que Serge, par exemple, s'est imposé très très vite. J'ai eu le sentiment que voilà, j'avais trouvé dès le premier jour le personnage que je cherchais. Ça vous a pris beaucoup de temps? On a travaillé ensemble pas mal de temps avant, oui, pendant quelques mois, en se voyant assez régulièrement. Pas forcément de manière très, très soutenue, parfois juste à essayer de discuter sur leur vie, sur leur façon de parler, sur... Voilà. Stéphanie me fait signe que le temps passe. Peut-être dernière question, Laurent. J'ai appris, par une indiscrétion, nous avons appris, une bonne indiscrétion, que vous étiez en train de travailler sur une plateforme Internet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, parce que ça a l'air assez passionnant de ce qu'a pu nous en dire Olivier un peu hors antenne. Alors, oui, on est en train de créer, alors c'est d'une part un petit groupe de réalisateurs qui sont adhérents de la SRF, Société des réalisateurs de films, et puis un petit groupe qui fait partie de l'Univers Ciné, qui est une structure, un site de vidéo à la demande, et où, en discutant un jour, parce qu'on essayait de se renseigner justement sur la vidéo à la demande, pour comprendre comment négocier les choses avec les éditeurs, par exemple, et on en est arrivé à se dire qu'un site magnifique serait celui qu'on pourrait essayer de faire ensemble, où des réalisateurs pourraient faire des listes de films, parce que c'est vrai qu'en tant que cinéphile, l'idée de la liste est quelque chose qu'on a tous fait beaucoup.
Et puis qu'en plus les réalisateurs pourraient faire des espèces de petits bonus, de petites présentations. D'ailleurs, il va falloir qu'on en parle. Qui viendraient présenter les films ou donner envie peut-être de les voir si on arrive à bien en parler. Et là on va présenter le projet dans quelques semaines à la presse, au Festival de Cannes évidemment. Là, on sait qu'ils y sont tous. Et on a déjà 25 réalisateurs qui ont bien voulu se prêter au jeu. Donc 25 réalisateurs, dont 18 Français, 7 étrangers pour le moment, qui ont fourni des listes, qui ont commencé à tourner ces petits modules de présentation ou juste expliquant pourquoi ils aiment le film qu'ils ont choisi, quel rapport ils ont à ce film précis. Et normalement, le site doit ouvrir. On est en train là de s'amuser à en concevoir la structure. Et il devrait ouvrir en septembre ou en octobre, avec a priori un millier de films pour la première année. Des films tous issus donc, de ces listes proposées par les réalisateurs, et tous datant d'au moins, enfin, du XXe siècle. On a délimité le champ au XXe siècle parce que là aussi on avait l'impression qu'il y avait déjà pas mal de choses à voir. Et gageons que parmi toutes ces listes, on pourra revoir, c'est le genre de mot de la fin, je suis désolé, on pourra revoir donc, Paris s'éveille et tout ça la manif sur le site. Non, tous ces manifs, je ne vois pas. Il reste juste au nom du public, du prix Jean Vigo et du Luxor, qu'on remercie beaucoup, à vous remercier vraiment de ce moment, et passionnant et chaleureux. Voilà. La dernière. L'un comme l'autre. Et donc moi je viens plutôt du cinéma, c'était quand même intéressant. Est-ce que vous seriez, ça vous intéresserait éventuellement voilà, vous aussi, de partir sur des séries ou des films? Franchement, moi j'ai un rapport bête à ça. Enfin, je veux dire dans le sens où... Enfin, bête, dans le sens où, comme toujours, quand on passe à côté de choses qui sont très bien, quoi. Mais moi, je ne m'intéresse pas aux séries parce que juste mon temps est limité, quoi. Donc, il y a les quiz, la musique, il y a les films, les séries, c'est juste trop long, donc je ne les regarde pas, et en même temps, je sais que j'ai tort, tout le monde me dit qu'il y a des trucs formidables. Et bon, voilà, d'une certaine façon, c'est un univers auquel je n'ai jamais vraiment touché. En plus, parce que ce que j'aime dans le cinéma, c'est le fait que ça soit fini, quoi. Que ça raconte quelque chose de bouclé, que c'est une sorte j'aime la dramaturgie du cinéma, ou j'aime la poésie du cinéma, j'aime ce format. Et que d'une certaine façon, c'est comme dans la littérature, je peux lire du roman feuilleton, mais admettons que je vois bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont essentielles dans la littérature, que j'adore, qui en procèdent d'une manière ou d'une autre, mais néanmoins, admettons que je suis moins sensible au procédé du roman feuilleton qu'au procédé du roman cloche. Oui, j'en ai fait, par contre, ça c'est autre chose. Ça c'est une réponse différente, du coup. Non. Moi j'ai un peu le même rapport, c'est-à-dire que j'aime bien les films longs, j'aime bien avoir le sentiment que je me laisse emporter par un truc et que ça va durer, mais par contre, je pense que je n'ai pas la patience de regarder des séries de manière systématique, comme certains copains peuvent le faire. Ou alors, il m'est arrivé de prendre une saison de Wire, par exemple, et de regarder les épisodes en 2 nuits. Mais pour presque retrouver le même rapport que celui que j'ai à un film. D'une certaine façon, moi, je le rationalise en disant qu'en fait, moi, ce que j'aime pas, c'est les comportements addictifs, quoi. En réalité, que la série produit de l'addiction, et en fait, j'aime pas l'addiction, quoi. Pour moi, le cinéma me produit l'addiction.
il y a un réalisateur qui était norvégien. Je vous entends pas. Vous ne m'avez opéré la tête, est-ce que vous Vous avez mieux, c'est clair. Ça va être bien. Alors là, vous allez la remettre.